Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de Passion littérature. Aujourd'hui, je vais vous parler de La Princesse de Clèves, un joli petit roman classique écrit par Madame de Lafayette et publié en 1678 sous pseudonyme. Voilà le bouquin, voilà le livre. Alors, roman d'analyse et historique à la fois, ce petit roman atteste, contre toute volonté de classification, que l'analyse psychologique et l'observation de la société peuvent coexister dans le même roman. Alors, l'intrigue se situe à la cour d'Henri II, à la fin de son royaume, entre 1558 et 1559. De manière minutieusement documentée, l'auteur reconstruit le milieu de la cour et nous présente au fil des pages d'importantes figures historiques telles que Henri II bien sûr, mais aussi Madame de Valentinois, Mary Stuart et la reine Catherine de Médicis qui côtoient les autres personnages de fiction. Toutes les figures, historiques ou non, sont entraînées dans le tourbillon des passions amoureuses. Et cela donne la possibilité, permet à l'auteur de nous présenter l'amour sous ses différentes facettes. Donc, elle nous montre tous les caractères, les nombreux caractères de l'amour, qui se présentent à la fois comme un jeu de regard lors d'un bal, ou bien une conquête ambitieuse, ou encore le divertissement d'une élite oisive. Et toujours, l'amour est conditionné, voire influencé par le milieu qui l'entoure. Et donc, les affaires sentimentales deviennent le prétexte de nombreuses réflexions d'ordre existentiel, mais aussi social et moral. Et elles conduisent toutes à un constat très amer, l'impossibilité pour une femme de vivre un amour heureux dans une telle société. Le roman s'ouvre sur une vision d'ensemble de la cour d'Henri II. Le roi avec sa favorite, la duchesse de Valentinois, et la reine Catherine de Médicis, son épouse, entourée d'une noblesse brillante et raffinée. Dans ce milieu se distingue le duc de Nemours qui, par sa beauté, son charme, sa bravoure, donc son courage, semble être destiné à épouser la future reine d'Angleterre, Élisabeth. Une autre personne éblouit la cour par son charme, par sa beauté, par son raffinement, par son élégance, et c'est Madame de Chartres, qui en réalité est une jeune fille âgée de 16 ans, qui vient de marier le prince de Clèves. Le prince de Clèves qu'il a longtemps désiré et qu'il aime d'un amour profond. Malheureusement, Madame de Chartres, la princesse de Clèves, ne partage pas la passion amoureuse de son mari, mais elle éprouve envers lui une estime profonde, véritable, et elle veut lui rester fidèle. Et pourtant, lors d'un bal au palais du Louvre, le duc de Nemours et Madame de Chartres se rencontrent et ils tombent amoureux l'un de l'autre. L'éducation de la princesse de Clèves et les conseils de sa mère qui avait pressenti le danger avant de mourir l'amènent à se défendre de ce sentiment. Elle décide donc d'abandonner la cour, mais cette décision entraîne de nombreux soupçons. Donc, toute tentative est vaine. Désemparée par la constance du duc et par une profonde jalousie déchaînée par une lettre qu'elle reçoit, elle finit par reconnaître la force de son amour. Se sentant seule
et désemparée, elle décide de faire l'aveu de sa passion amoureuse à son mari, le prince de Clèves, pour avoir une aide de sa part. Bien sûr, accablé de chagrin et de jalousie, le prince de Clèves va en mourir. La princesse sera bien sûr bouleversée et quelques mois plus tard, elle rencontre le duc de Nemours et elle fait son aveu, donc l'aveu de son amour envers lui pour la première fois, mais elle ne lui laisse aucune possibilité d'espoir. En fait, elle se retire du monde, donc elle s'éloigne de toute mondanité et elle vit le reste de son existence seule et en se consacrant à des œuvres de charité. Donc, jusque-là, on a vu, je vous ai parlé un peu, j'ai fait une synthèse forcément brève et synthétique du cadre spatio-temporel, des personnages les plus importants de l'histoire. Il s'agit d'un roman classique, un roman classique qui a tous les éléments distinctifs du classicisme. Et c'est un roman moderne, donc un roman qui vit, qui s'insère très bien dans son siècle. C'est un récit bref, linéaire, qui se développe sur un noyau central. On retrouve au fil des pages plusieurs influences. Trois influences majeures. La première desquelles est la préciosité. Donc on retrouve beaucoup de traits précieux dans ce roman. Qu'est-ce que c'est la préciosité? La préciosité, c'est l'une des trois tendances qui se développent au sein de l'esthétique baroque avec le burlesque et le libertinage. Alors attention, au XVIIe siècle, quand on parle de libertinage, on ne parle pas de libertinage de mœurs tel que le libertinage à la Marquis de Sade. Ça, c'est plutôt à la fin du XVIIIe siècle. Quand on parle de libertinage au XVIIe siècle, c'est un libertinage qui consiste dans la libre pensée. Ce sont des libres penseurs qui se détachent de la pensée commune religieuse. Mais revenons à la préciosité. C'est l'une des trois tendances qui paraissent donc au sein de l'esthétique baroque, mais qu'on retrouve dans ce roman. La préciosité était un courant, un mouvement intellectuel, culturel, d'origine aristocrate, qui a une ampleur européenne, mais qui triomphe en France à la moitié du XVIIe siècle. La préciosité est à la fois un mouvement social, mais aussi un mouvement intellectuel et linguistique. Le langage sera rénové de façon importante grâce à la préciosité. Pourquoi mouvement social? Parce que cela concerne les comportements, cela comporte les mœurs, cela comporte aussi oui, les normes de comportement, donc l'étiquette qui était très importante à l'époque, parce que les courtisans devaient suivre une étiquette bien précise. Mais les traits distinctifs de la préciosité que l'on retrouve dans ce roman consistent dans une méfiance vis-à-vis du mariage et des passions au sens large. En ce qui concerne donc les salons, parce que la préciosité était une caractéristique des salons de l'époque. Il s'agissait de dames nobles, qui organisaient dans leur palais, dans leur hôtel particulier, les plus beaux hôtels particuliers de Paris, des soirées à cadence hebdomadaire, au cours desquelles se réunissait une élite intellectuelle, culturelle,
qui avaient la possibilité donc de montrer leur raffinement dans les arts, dans les lettres et dans les sciences aussi. Donc, première influence, la pédagogie qui se retrouve notamment en ce qui concerne donc la méfiance envers le mariage et les passions au sens large. Deuxième grande influence que l'on peut saisir en lisant ce petit roman charmant que j'aime beaucoup, l'influence des moralistes. Madame de Lafayette était contemporaine des plus grands moralistes de l'époque. Il suffit de penser à La Rochefoucauld, qui est connue pour ses maximes, Blaise Pascal, qui a composé les pensées, les provinciales. C'est à lui que l'on doit l'image du roseau pensant. Et La Bruyère. La Bruyère qui est connue pour ses caractères. Les moralistes étaient des écrivains qui observaient la société, qui portaient leur jugement et qui cherchaient à expliquer la raison des comportements humains. Ils avaient une attitude tout à fait désillusionnée vis-à-vis de l'homme et des passions humaines, et notamment ils condamnaient l'apparence. Et Madame de Lafayette partage la vision des moralistes qui lui sont contemporains. Ce n'est pas donc un hasard, si vous y pensez, si Madame de Lafayette situe son intrigue au sein de la cour. La cour était on peut dire le royaume des apparences, qui se déclinait, ces apparences, sous la forme de deux traits distinctifs, la magnificence et la galanterie. Alors, à la cour, il s'agissait désormais de paraître. Et pourquoi? Parce que les nobles étaient concentrés dans les cours, donc il s'agissait de paraître car ils n'étaient plus très puissants. Donc, au niveau de la magnificence, il s'agissait d'un surinvestissement de la part des courtisans au niveau matériel et donc des choses. Si on parle de galanterie, c'était un surinvestissement au niveau des relations interpersonnelles, soient-elles mondaines ou amoureuses, légitimes et illégitimes. Donc voilà la cour comme symbole de l'apparence. Deuxième grande influence que l'on retrouve dans ce roman. Troisième et dernière influence, l'influence du jansénisme. Au XVIIe siècle, un débat vif occupe le panorama intellectuel, culturel et religieux, et c'est le débat entre deux courants du catholicisme, les jésuites et les jansénistes. Par rapport aux jésuites, les jansénistes présentent une doctrine bien plus rigoureuse et sévère, et notamment, ils ont une vision tragique de la destinée de l'homme, et pour les jansénistes, seule la grâce de Dieu peut assurer le salut éternel de l'âme. Donc, seulement les hommes qui sont prédestinés peuvent jouir du salut éternel. Donc c'est une vision tout à fait pessimiste qui d'ailleurs se contrapose à l'humanisme optimiste de la Renaissance. Donc non seulement une opposition vis-à-vis des jésuites qui du point de vue de la morale sont bien plus tolérants, mais aussi vis-à-vis de l'humanisme optimiste de la Renaissance. Voilà, un dernier conseil. Il y a un très joli film à voir qui est une adaptation de ce roman. C'est un film qui est apparu dans les salles en 1960, donc relativement vieux, mais c'est une adaptation sublime de ce roman. Je le montre toujours à mes étudiants quand je leur parle, je leur présente La Princesse de Clèves, car on peut suivre des passages
récit tiré du texte. D'ailleurs, c'est une adaptation qui a été soignée par Jean Cocteau, poète, essayiste et dramaturge de la moitié du XXe siècle. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et on se voit à la prochaine vidéo et à très très vite.